Alors, la dernière fois, on avait commencé la gestion de taux, après avoir vu la gestion diversifiée. Aujourd'hui, on va continuer la gestion de taux, on va embrayer sur la gestion crédit, et je vous reverrai lundi après-midi, et là on fera surtout la gestion action. D'accord ? Alors avant qu'on commence, et avant qu'on continue là où on en était resté, est-ce que l'un ou l'une d'entre vous aurait des questions à poser sur les sujets qui auraient été abordés là ou les dernières fois, puisque bien entendu, vous ne révisez pas juste la veille de l'examen, mais vous relisez vos notes et les supports d'une séance à l'autre. Donc à la lumière de vos relectures, je suis sûr que vous avez certainement des petites questions à poser. Je vous écoute. Fantastique. Tout a été compris, assimilé, intégré. C'est sûr ? Une fois, deux fois, trois fois, on continue. Ok, alors, la dernière fois, on en est arrivé à, quand on avait parlé de la gestion de taux, on avait dit un gérant de taux, ça génère de la rentabilité en prenant des risques. Et en taux, l'essentiel du risque qu'on prend, c'est du risque de taux, tout simplement. Et on avait rappelé quels étaient les déterminants des niveaux de taux d'intérêt. Et on avait dit les taux d'intérêt, ça dépend de 4 éléments essentiels. Le premier, c'est ce qu'on appelait le taux réel. C'est la partie de la rémunération que va demander le prêteur pour le rémunérer du fait qu'il va se dessaisir de son argent, il ne pourra pas en profiter. L'argent va être immobilisé dans le prêt. Taux réel. Deuxièmement, le prêteur, il va vouloir être rémunéré du risque que quand l'emprunteur lui rendra son argent, le prêteur veut que son pouvoir d'achat soit conservé. Donc, la deuxième partie de la rémunération que le prêteur va demander, c'est pour le dédommager du risque d'érosion monétaire, le risque de chute du pouvoir d'achat en cas d'inflation. Donc, cette deuxième composante, c'est le risque d'inflation sur la période. Troisième composante de la rémunération que demande le prêteur, c'est la rémunération du risque que l'emprunteur ne lui honore pas sa promesse de lui rembourser. C'est ce qu'on appelle le risque de crédit. On verra ça un peu plus tard dans la séance. Et enfin, le dernier, c'était un excédent de rémunération destiné à rémunérer le risque d'illiquidité. Qu'est-ce que c'est que le risque de liquidité ? Illiquidité, pardon. C'est le risque que l'investisseur, s'il devait un jour se défaire de son instrument, il aurait du mal à le vendre et il serait obligé de le vendre à un prix éloigné de ce qu'il devrait valoir en théorie, parce que le marché ne serait pas là, parce que les investisseurs ne voudraient pas le lui acheter, il serait obligé de supporter des décotes lors de la revente. Donc, taux réel, risque inflation, risque de crédit, risque d'illiquidité potentielle le jour de la revente, tels sont les 4 éléments qui sont la base de la rémunération que va demander le prêteur. Le gérant de taux, il va gérer un portefeuille qui va lui rapporter 2 types de rentabilité. Une rentabilité en revenus, les intérêts, et une rentabilité en plus-value, parce qu'il va faire des gains en capitaux, gains en capital, quand la valeur de marché de ces instruments va varier. Et donc toute sa problématique, c'est d'estimer quelles vont être les fluctuations des taux d'intérêt dans le futur, puisque quand les taux d'intérêt de marché varient, on l'a vu la dernière fois, les prix varient. On a vu la dernière fois quelles étaient les notions de sensibilité pour le gérant obligataire. La valeur de son portefeuille est sensible à l'évolution des taux d'intérêt. Et donc on verra, on a vu que suivant ces anticipations, il va décider de modifier la structure de son portefeuille. Par exemple, s'il pense que les taux d'intérêt vont baisser, il a envie de gagner un maximum d'argent suite à une baisse des taux, donc il va avoir tendance à augmenter la sensibilité de son portefeuille aux variations de taux en allongeant la durée de vie de son portefeuille
en allongeant la duration, puisqu'on a vu que la duration et la sensibilité étaient très liées. Réciproquement, s'il estime qu'il y a des chances que les taux montent, il va vouloir se protéger, réduire la duration et la sensibilité de son portefeuille en vendant les titres longs et en achetant plutôt des titres courts qui, comme on l'a vu la dernière fois, sont moins sensibles, leur prix est moins sensible à l'évolution des taux d'intérêt. Ça, c'est en théorie. Dans la vraie vie, l'investisseur va préférer, plutôt que d'acheter et vendre des obligations pour, à chaque fois qu'il en a envie, modifier la sensibilité de son portefeuille, pour pouvoir modifier son exposition au risque de taux, il va préférer utiliser des instruments dérivés qui lui permettent d'obtenir le même résultat sans avoir à échanger des gros montants de cash qu'il devrait échanger à chaque fois qu'il devrait vendre une obligation pour en racheter une autre. D'accord ? Les contrats dérivés sont très utilisés par les gérants de taux et grâce aux contrats dérivés, ils peuvent modifier la sensibilité de la valeur de marché de leur portefeuille à l'évolution des taux d'intérêt. Voyons quels sont les types de produits dérivés qu'il peut utiliser. Oui, monsieur, j'ai une question ici au fond. Pardonnez, quand ça n'est pas à critiquer l'inconvénient de faire de grosses circulations de masse d'argent, c'est le fait qu'on ne le fait pas en simultané et qu'il y a plus J'ai pas entendu le début de votre question et je vais la répéter pour ceux qui nous entendent. Vous dites qu'on prend des dérivés pour éviter d'échanger de grandes masses d'argent, mais si on le fait au comptant et pas en empruntant, quel est l'inconvénient? L'inconvénient, c'est que alors que vous payez, on ne vous paye pas. Ok. L'inconvénient d'avoir à vendre des grandes masses d'obligations, des gros montants d'obligations, pour en racheter d'autres, exemple, je suis gérant d'actifs, je pense que les taux d'intérêt vont monter, je veux donc désensibiliser la valeur de mon portefeuille aux évolutions de taux d'intérêt, donc j'irai vendre des obligations longues que j'aurai dans mon portefeuille, par exemple des obligations à 30 ans, pour me réfugier, acheter à la place des obligations à 2 ans. Imaginez que je gère le plus gros fonds au monde, le fonds géré par PIMCO, ex-Bill Gross, qui gérait 300 milliards de dollars d'obligations d'État. Vos interventions sur le marché peuvent en perturber les prix, c'est ça? Voilà. Par exemple, le fait que vous prenez des dérivés. Voilà. Le problème sur le cash, c'est la profondeur de marché. Le sujet, c'est est-ce qu'en vendant des gros montants d'instruments et en rachetant d'autres, je vais faire décaler le marché et est-ce que le marché va être capable d'absorber ces gros montants? C'est ce qu'on appelle la liquidité du marché ou sa profondeur, ce qui est synonyme. Je rappelle la définition d'un marché profond ou d'un marché liquide. C'est un marché où les investisseurs peuvent à la fois acheter ou vendre, 1, des gros montants, 2, rapidement, 3, à bon prix, sous-entendu, sans que le prix décale trop. Il se trouve que sur la liquidité et la profondeur sur les instruments cash, c'est-à-dire les obligations, eh bien, cette profondeur, cette liquidité est moins importante que la profondeur de la liquidité que vous pouvez trouver sur les instruments dérivés. Donc, quand il faut traiter de gros montants, à l'achat ou à la vente, ils préfèrent le faire sur les instruments dérivés que sur les instruments cash. Ça laisse entendre que des petits gérants, quand un gérant a un fonds qui a peu d'actifs dedans, il va éviter d'avoir recours aux dérivés parce qu'il a toute la profondeur qu'il veut. J'irai pas jusque-là, je répète la question pour ceux qui nous entendent. La question c'est, est-ce que les petits gérants qui ont moins besoin d'une profondeur importante dans les marchés pourraient modifier la structure de leur portefeuille en vendant les obligations longues et en achetant des courtes, par exemple, s'ils veulent la réduire, plutôt qu'utiliser les instruments dérivés? Non, parce que l'avantage qui vaut pour le gros gérant vaut aussi pour le petit, c'est-à-dire que ce sera toujours plus économique, moins cher, moins de coûts de frottement de spread bid-offer entre le prix acheteur et le prix vendeur sur les dérivés par rapport au cash, même pour des petits montants. Quand c'est plus liquide, plus profond, ce qui est vrai pour les montants élevés, l'est encore plus pour les montants plus faibles. Voilà. D'accord ? Alors, donc, il va utiliser des instruments dérivés pour modifier la structure de son portefeuille. Et je vous propose de regarder maintenant quels sont les différents instruments dérivés pour modifier la durée de vie des portefeuilles. Pardon ?
Parce que je dois recopier votre nom. Ah, mon nom? J'ai du mal à le... Ah, pardon, Christophe Chouard, donc je vais le marquer là. Voilà. Merci. Et je vous propose de sourire parce que vous passez à la télévision en ce moment même. Pardon. Je vous en prie. Voilà. Où est-ce que j'en étais du coup? J'ai oublié. Oui, donc les instruments dérivés, donc c'est d'autres instruments que les instruments cash de modifier la duration, la sensibilité de son portefeuille. D'accord? Il y a plusieurs types d'instruments dérivés. Des instruments qui sont des contrats à terme qui permettent aux investisseurs de s'échanger des niveaux de taux dans le futur. Donc vous avez par exemple des contrats sur taux d'intérêt court à terme. Par exemple des taux d'intérêt 3 mois à terme. Ok, c'est des instruments qui traitent soit sur les marchés de gré à gré, soit sur les marchés organisés, où les gens s'achètent des contrats sur les taux courts à terme. Ça n'intéresse pas tellement nos gérants crédit, puisque nos gérants crédit, par exemple nos gérants obligataires taux, puisque leurs portefeuilles ils sont surtout indexés sur les taux à long terme. Sur les taux à long terme, il existe aussi des contrats à terme pour se vendre et s'acheter à terme des obligations d'État. Ça existe. On ne va pas rentrer dans les détails de ces instruments-là. Ce qui nous intéresse aujourd'hui beaucoup plus, c'est les swaps de taux. On va regarder ensemble les swaps de taux et on va voir comment les swaps de taux peuvent permettre à un gérant obligataire de modifier la structure de la sensibilité de son portefeuille.